Mais aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un que je respecte pas du tout. Mais en fait, je le dis ouvertement, tout le monde était dans l'incompréhension, parce que ce combat-là, je l'ai gagné, tout simplement, et qu'il a éteint personne. Voilà, Tronchet n'a éteint personne. J'ai fait ce qu'il faut. Je lui ai montré qu'il n'était pas chez lui au MMA. Et aujourd'hui, il n'a pas du tout sa place dans le circuit du MMA français. Mais ma place, oui, je pense que c'est ma place aujourd'hui. Et je peux le dire sans prétention. Je peux le dire qu'aujourd'hui, je fais partie des meilleurs poids lourds français. Et petit message à toi, Boulox, qui est mon frérot. Mais le 14 juin, le public qui va être autour attend une grosse guerre. Donc toi et moi, on va faire une grosse guerre. Alors, comme ceux qui me connaissent, donc je m'appelle Boukishou Sofiane, combattant de MMA à la Team Boxing Squad et Maccabi à Nice. Combattant français, donc depuis quelques années, combattu dans différentes organisations comme le Cage Warrior, le PFL, le COF, et aujourd'hui, donc prochain combat pour la ceinture de Arès le 14 juin. C'est un peu foufou, donc j'ai commencé par le rugby, moi, un petit peu avant, il y a très très longtemps de ça. Donc j'ai toujours aimé le sport un peu de contact et j'ai suivi de par hasard donc, au départ le Pride à l'époque, pour ceux qui connaissent le Pride, où j'allais acheter chez le marchand de journaux les DVD où je regardais avec mon père. Ça a commencé par là, donc la passion du MMA. Et ensuite, en revenant de Londres, où à Londres où je me suis mis un petit peu au jiu-jitsu, un peu les sports de sol comme le grappling aussi. En revenant de Londres, j'ai fait la rencontre par hasard de Aldric. Et de là, donc, j'ai commencé avec Aldric au Boxing Squad, une des premières salles de MMA à Nice. Et de fil en aiguille, donc en premier c'était vraiment pour le côté plaisir et sportif. Et de fil en aiguille, donc voulu performer et aller beaucoup plus loin au fur et à mesure. Tu parlais des magazines Pride que tu achetais à l'ancienne. Qu'est-ce qui te plaisait, toi? Pourquoi tu achetais ces magazines-là, Pride? Pourquoi tu t'intéressais en fait au MMA? Pourquoi je m'intéresse au MMA? Parce qu'avant c'était vraiment du combat, on va dire combat de rue, hein, où il n'y avait pas de catégorie de poids, où il y avait cet effet de round qui durait 10 minutes. C'était exceptionnel, hein, le Pride à l'époque, hein, en plus avec des milliers de spectateurs dans les salles. C'était vraiment un show exceptionnel au Japon. Et ça m'a vraiment passionné. Et, à l'époque, ouais, j'aimais énormément Wanderlei Silva, Mirko Cro Cop, Rampage, Lyoto Machida. Enfin, Lyoto Machida, il est arrivé un peu plus tard. Mais ouais, c'est tous ces grands champions que j'aimais beaucoup suivre. Déjà, premièrement, quand j'ai commencé le MMA, donc il y a déjà 14 ans, 14-15 ans, pour moi, mon rêve, c'était de pouvoir déjà combattre. Et ensuite, de combattre en France, ça a toujours été un de mes rêves pour moi. Et c'est vrai qu'en premier temps, quand David Douillet a essayé de légaliser le MMA en France, c'était très compliqué et que l'État français n'était pas du tout ouvert à la discipline. C'était très compliqué, donc vous savez que l'espérance était minime. Enfin, on était vraiment désespérés de ne pas pouvoir avoir voir la légalisation du MMA en France. Au bout d'un moment, j'avais plus d'espoir en France parce que tout le monde tournait le dos au MMA. Et j'espérais même plus. Hein. Et quand ça a commencé à voir le jour et qu'il y avait vraiment, qu'il y avait vraiment des gens intéressés par ça et qui poussaient la légalisation du MMA, c'est vrai que là, on a commencé à vraiment y croire. Et quand ça a été voté, ça a été approuvé, là, c'était une libération et très, très content. Et aujourd'hui, de voir l'ampleur que ça a pris, j'aurais jamais cru que ça aurait pris autant d'ampleur en France. Et c'est vrai que les gens aujourd'hui sont vraiment intéressés par ça et regardent vraiment le MMA et commencent vraiment à comprendre. Parce que c'est vrai qu'on a un public très très jeune à ce niveau-là et c'est des gens qui vraiment s'intéressent et commencent à comprendre le MMA et c'est intéressant pour nous, quoi. Du coup, tu fais partie de cette génération qui, avant la légalisation du MMA, devait combattre à l'étranger, parfois était envoyé dans des bourbiers. Est-ce que ça t'est arrivé d'être oui. rappelé comme ça quelques jours avant un combat?
Alors quelques jours avant le combat, non, mais c'est vrai que ouais, être envoyé au fin fond de l'Irlande, combattre, combattre dans des organisations, et quand vous poussez à l'issue de secours, bah, il y a des chèvres dans le, dans le gazon. Non, non, c'est vrai on était amené à aller combattre vraiment dans des endroits un peu improbables, mais c'était toujours pour le plaisir du sport. Et on est allé pour faire des guerres. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que ce soit plus légalisé en France est beaucoup, on va dire, maintenant médiatisé, beaucoup plus médiatisé, que ce soit en Europe, que ce soit en France. C'est vrai qu'il y a des grosses structures qui se sont mises en place autour du MMA, au point de vue médecin, au point de vue organisation. Et c'est vrai que maintenant, bon, on a de moins en moins de bourbiers où là on va combattre, et de plus en plus de belles organisations qui prennent soin des combattants et de tout ce qui va avec. Les Français étaient souvent utilisés à l'étranger comme des faire-valoir, on va dire, on les ramène, on sait qu'ils vont perdre, c'est face aux champions. Est-ce que toi, tu as eu aussi ce sentiment à un moment d'être utilisé par d'autres organisations à leur fin? Oui, je pense que voilà, c'est vrai que nous, en tant que combattants français, on a toujours été envoyés un peu au casse-pipe. Hein. Voilà, mais dans le fond, moi, ça me stimulait. Au contraire, ça me motivait d'aller montrer ailleurs qu'en France, on a des bons combattants, on a des gens qui en veulent et des gens qui savent combattre. Et aujourd'hui, on le voit maintenant à l'UFC, hein, où dans la plupart des catégories de poids, on est classé dans les 10 premiers, 15 premiers. On a un combattant dans les 10-15 premiers. Donc c'est vrai que on montre vraiment au monde que le MMA français, c'est vraiment une culture aujourd'hui. Et que même avant, on avait vraiment des très très bons combattants, quoi. Et malgré qu'on était envoyé au casse-pipe, on faisait la différence. Alors moi j'ai combattu à l'étranger, donc au Cage Warrior, Octagon, l'UAE Warrior, le PFL en Angleterre. Et j'ai fait une organisation qui s'appelle le Budo en Irlande aussi, voilà, dans les organisations étrangères. Globalement, tu as cité des grosses organisations qu'on connaît, mais en France, l'impression que j'ai, c'est qu'on ne te connaît pas assez alors que tu as fait tes armes à l'étranger, que tu as affronté du coup du beau monde, tu as tourné avec du beau monde. Comment tu expliquerais ça? Est-ce que toi, tu as ce sentiment-là ou pas? Bah oui, aujourd'hui, voilà, moi, je ne vais pas non plus crier sur les toits, voilà, je suis là et j'existe. Mais aujourd'hui, ce qui marche, et malheureusement, c'est la génération d'aujourd'hui, c'est le côté influenceur, Instagram. Et c'est celui qui va beaucoup plus performer sur le point de vue réseaux sociaux, qui va avoir plus de visibilité et automatiquement de l'impact au niveau médiatique. Et automatiquement au niveau des supporters. Mais c'est vrai que les vrais connaisseurs de MMA connaissent les gens de l'ombre, entre guillemets. Moi aussi, ils me connaissent à moi. Mais c'est vrai qu'au niveau réseaux sociaux, je ne suis pas assez à la page comme certains. Je ne suis pas un TikToker comme on pourrait le dire. C'est difficile pour ta génération de combattants de se mettre à jour et de suivre la nouvelle génération sur les réseaux, etc. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont ce petit filon, cette petite truc au niveau des réseaux que nous, on n'a pas. Et je me suis mis très tard, moi, dans les réseaux sociaux. Hein. C'est vrai qu'avant ça, on m'avait dit, oui, mais il faut que tu fasses un Instagram, il faut que tu fasses un Facebook. Je crois que mon Facebook, je l'ai fait en 2009-2010. Et mon Instagram, je l'ai fait peut-être 5-6 ans après. C'était très, très tard. Et après, il faut comprendre le petit filon qui va avec, la manière de faire les choses. Et aujourd'hui, c'est ce qui marche, c'est le cocktail, c'est la recette miracle, c'est les réseaux sociaux et les TikTok que les jeunes d'aujourd'hui savent faire. Moi, aujourd'hui, la lumière, je ne m'attends pas à avoir de la lumière ou quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, le MMA, je le fais pour moi. C'est pour me prouver à moi-même que je suis capable de le faire, et aussi pour rendre la monnaie de la pièce, entre guillemets, à mon club, hein, à mon coach, dire voilà, le travail que tu as fait paye aujourd'hui. Et aujourd'hui, d'être sous les projecteurs ou à la lumière, ou dire que voilà, Boukishou, il existe, Boukishou Sofiane, il existe. Je veux dire oui, non, parce que quelque part, c'est une reconnaissance du public français, mais de l'autre côté, je le fais avant tout pour moi-même. Donc après, peu importe ce qui va se passer, je change rien. Qu'est-ce que tu as à te prouver, toi? Moi, aujourd'hui, je peux prouver que voilà, j'y suis arrivé, parce qu'il faut savoir que moi, aujourd'hui, ma carrière, elle a été montante, descendante, et j'ai traversé énormément de choses, et je peux le dire, je suis un des combattants français qui a traversé les pires des choses.
comme durant ma blessure, à mon tibia péroné. Et c'est vrai que j'ai beaucoup été dénigré dans le sens où, enfin dénigré c'est un grand mot, mais on m'a dit voilà, Sofiane il reviendra jamais, il arrivera jamais à revenir au top niveau. Mais aujourd'hui je me suis battu, je suis allé prendre ce que je voulais prendre, avant tout pour moi, pour mon club et pour mes proches, pour montrer que je suis capable et que malgré qu'il y ait des montagnes à franchir, je baisserai jamais la tête et j'avancerai. Est-ce qu'il te reste encore quelque chose à accomplir ou qu'est-ce qui te tient encore dans le circuit aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est ma détermination qui me tient vraiment dans le circuit, dans le sport, de me prouver à moi-même que malgré l'âge, à mes 37 ans, je suis capable de rivaliser au top niveau français et de faire ce qu'il faut. On me pose souvent la question, mais quand est-ce que tu vas arrêter? Souvent, on me dit oui, mais c'est pour quand? Quand est-ce que tu vas arrêter? Moi, je dis toujours, tant que mon corps ne me dit pas stop, eh ben, je continue. Aujourd'hui, j'ai un mental en fait, qui m'aide à vraiment surmonter énormément de choses, que ce soit au niveau du sport et dans la vie. Et ce mental-là, je ne le lâche pas et c'est mon mindset. Et focus, quoi, El Toro. C'est ton surnom, ça? El Toro, oui, ça vient de Aldric Cassata, c'est mon nickname. Ça venait un peu à l'ancienne, parce qu'à l'ancienne, il faut savoir qu'Aldric nous faisait vraiment des entraînements de Spartiate, même si aujourd'hui il a ce côté entraînement de Spartiate, mais plus modernisé. Avant, c'était des rounds de 30 minutes, des rounds de 5 x 5 minutes, mais à chaque minute avec un nouveau gars qui venait. C'est vrai qu'on en a beaucoup bavé. Et Aldric, il avait ce slogan, si tu as envie de vomir, ben, le seau, il est là et tu vas vomir et tu reviens. Donc c'est vrai qu'on était un peu nourris à ça, à nos débuts. Et c'est de là que ça vient le taureau, parce que quoi qu'il arrive, malgré la difficulté, malgré la fatigue, ben, j'avance. J'avance, et c'est de là donc, que le surnom El Toro est venu. Et il y a une phrase qui disait souvent, que Will Smith dit dans son film à son fils, qui disait « Si tu veux vraiment quelque chose, vas-y et prends-le ». Et il ne faut pas laisser dire les gens qu'on n'est pas capable, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a marqué, et c'est un peu dans mon mindset, c'est qu'aujourd'hui, peu importe les choses qui se passent dans ta vie, si tu veux quelque chose, vas-y et prends-le. Mais c'est une image, il faut le voir en image. Des fois, il y a des choses où on fait un pas pour pouvoir le prendre, et il y a certaines choses où on est obligé de marcher pendant des heures et des heures pour le prendre. Et le long de ce chemin-là, il y a des péripéties. Il y a de la pluie, il y a des montagnes, il y a des trous, et il faut pouvoir les franchir. Mais dans la vie, c'est ça en fait. Voilà, si vraiment tu veux quelque chose, vas-y et prends-le. Et c'est un peu mon mindset aujourd'hui, c'est que je suis focus j'ai un objectif en tête, ben, j'y vais, je fais ce qu'il faut pour pouvoir y arriver et pour avoir les armes en main, quoi. On va revenir sur ton dernier combat qui était au COF 5 face à Raphaël Tronchet. C'est un combat qui a suscité pas mal de hype, qui a déplacé les foules et qui a malheureusement un peu déçu les foules aussi. Est-ce que toi, tu as été déçu du combat ou comment tu l'as vécu? Ben, en fait, il faut savoir que les gens qui connaissent vraiment le MMA ont peut-être pu comprendre le game plan qui a été mis en place. Mais aujourd'hui, le game plan, c'était Raphaël Tronchet, on ne le boxe pas. Raphaël Tronchet, on essaie de le contrer, on essaie de le gêner et surtout pas se laisser cadrer. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Il faut savoir, en résumé, premier round, on prend un point de pénalité. Et quand on prend un point de pénalité en premier round, on ne peut pas gagner le premier round. Mis à part si il me down, il me couche ou il a vraiment une supériorité. Mais quoi qu'il arrive, le premier round avait perdu. Le deuxième round, je suis largement au-dessus avec des phases de sol où je suis dessus, où il y a du ground and pound et des départs de soumission, enfin au niveau du sol. Et le troisième round, c'était à lui de venir. Donc c'est vrai que j'étais un peu nonchalant, je l'ai laissé faire et je ne l'ai pas laissé cadrer, je tournais énormément. Mais c'était un peu à lui de venir parce que voilà, je gagnais les deux premiers rounds. Donc pour moi, c'était, et comme pour mon coin, le combat était déjà bouclé. La décision très décevante la décision, vraiment très déçu de ce match nul. Maintenant, c'est comme ça. Je ne vais pas non plus me rendre malade par rapport à ça et on va essayer d'accepter la chose et d'avancer. Je pense que toi et ton camp avez été un peu dans l'incompréhension vis-à-vis de la décision. Le public a été dans l'incompréhension vis-à-vis du combat, notamment de ce troisième round. Est-ce que toi, tu as été surpris du fait que Tronchet avançait, mais sans forcément être menaçant sur toi?
qu'en fait, il ne s'est rien passé dans le troisième round? Mais en fait, je le dis ouvertement, tout le monde était dans l'incompréhension, parce que ce combat-là, je l'ai gagné, tout simplement, et qu'il a été en personne. Voilà, Tronchet n'a été en personne. J'ai fait ce qu'il faut. Je lui ai montré qu'il n'était pas chez lui au MMA. Il n'a pas fait ce qu'il faut. Il n'a pas prouvé qu'il voulait sa place dans le MMA français. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il ait sa place dans le MMA français parce qu'il n'a pas forcément montré des choses. Il a juste été là pour être là. Et autant, ce n'est pas ma manière de parler comme ça des gens, mais là, je peux le dire, il a été en personne et il n'a rien fait. Il a mis peut-être 2-3 coups durant le fight. Mais il n'a pas prouvé comme quoi, il a pas prouvé qu'il voulait sa place dans le circuit du MMA français. Et aujourd'hui, il n'a pas du tout sa place dans le circuit du MMA français. Quel était l'intérêt pour toi, ce fight? Est-ce que c'était clairement pour lui prouver justement qu'il n'avait pas sa place ou bien il y avait un autre intérêt? Pour moi, il n'y avait aucun intérêt de faire ce fight contre lui. Pour moi, je ne gagnais rien du tout. J'avais tout à perdre, mais lui, il avait tout à gagner. Voilà. Donc après, sur l'excuse de genou blessé, qui doit se faire opérer, etc. Mais malgré un genou, malgré une blessure, un réel combattant de MMA propose des choses un minimum. Lui, il n'a rien proposé. Bon, aujourd'hui, voilà, franchement, j'ai pas grand-chose à dire à ce niveau-là, mis à part qu'il ne mérite pas du tout sa place, quoi. Est-ce que ça donne encore plus faim de rebondir et de montrer encore autre chose, de donner du spectacle sur un prochain fight qui arrive dans 2 semaines? Oui, tout simplement. En fait, ça me motive un peu plus à vouloir montrer qu'aujourd'hui, ce combat-là était basé sur un game plan très précis et que je sais faire beaucoup plus de choses que ça. Et je vais le prouver dans mon prochain combat le 14 janvier. 14 juin. Juin, excuse-moi, voilà. C'est que, mon prochain combat le 14 juin, je m'en mêle aussi. Mais c'est que voilà, faut vraiment dire que ce fight-là était vraiment basé sur un game plan très précis que j'ai respecté à la lettre. Et ce combat-là, pour moi, c'était pour pouvoir combattre pour la ceinture juste après. Voilà, c'est pour ça. C'était une étape à passer. Pour moi, c'était juste une étape tranchée. C'était quelqu'un qu'on a respecté à la base en tant que combattant. Mais aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un que je ne respecte pas du tout. Et c'est un des seuls combattants contre qui j'ai combattu et que vraiment je ne respecte pas et qui, pour moi, ne mérite pas sa place dans le MMA français. On va parler de ton prochain adversaire, Boulox, comme on l'appelle. Qu'est-ce que tu sais de lui? Boulox, je sais que c'est quelqu'un de complet, voilà, quelqu'un qui est dur au mal, hein, quelqu'un qui a vraiment un gros mental, très fort au niveau de son judo, de sa lutte, qui a une bonne opposition aussi au niveau de sa boxe. C'est un adversaire qu'on respecte énormément, que je respecte énormément parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément en tant que personne. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de pouvoir faire quelques petites séances d'entraînement. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément aussi parce que c'est une très bonne personne. Mais aujourd'hui, on est face à face et ça va être pour un réel combat et le spectacle, on va le faire. C'est un combat pour la ceinture des poids lourds. Est-ce que tu te sens légitime ou à ta place sur cette ceinture de l'Ares? C'est la première fois que tu combats à Arès? C'est la deuxième fois que je combats à Arès. Il faut savoir que j'ai fait le Arès 1, où c'est à ce moment-là où je revenais de blessure, où j'ai affronté Rug, où ce n'était pas un combat qui s'est bien passé. Parce que je revenais de blessure, j'étais à 102 kg, j'étais pas optimum, mais c'était juste pour moi de revenir dans la cage une victoire personnelle après ma blessure. Mais là, pour Arès 2, je veux montrer que j'ai bien ma place, que je suis revenu au top niveau et affronter Boulox comme il le faut. Et c'est surtout pour la ceinture. Et comme je dis, voilà, c'est quelqu'un que je respecte énormément, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément en tant que personne et combattant. Et je pense que ça va être une très bonne guerre. Et du coup, sur la légitimité, tu t'attendais à ce qu'on te place sur cette ceinture? Ça t'a surpris? Alors, m'attendais qu'on me place sur cette ceinture, pas du tout. Voilà, m'attendais que je combatte à Arès, pas du tout. Mais ma place, oui, je pense que c'est ma place aujourd'hui. Et je peux le dire sans prétention. Je peux le dire qu'aujourd'hui, je fais partie des meilleurs poids lourds français. Et que cette place de challenger pour le titre des poids lourds est une place méritée. Elle représente quoi cette ceinture de l'Arès pour toi? Pour moi, elle représente une concrétisation, un aboutissement et une continuité. Voilà, sur ma carrière de combattant. Et aujourd'hui, on va faire ce qu'il faut et on va la ramener à la maison. Ouais, je pense que ce 14 juin, on va avoir droit à vraiment du spectacle, à vraiment une performance à tous les points de vue, soit au niveau du sol, au niveau de la boxe, etc. Un Sofiane à 100%.
message à toi, Boulox, c'est mon frérot. Mais aujourd'hui, ça va être la guerre, toi et moi. Et n'oublie pas que j'ai énormément de respect pour toi. Mais le 14 juin, le public qui va être autour attend une grosse guerre. Donc toi et moi, on va faire une grosse guerre.